Notre invité aujourd'hui est Massad Boulos, c'est le conseiller spécial américain pour les affaires africaines et arabes. Merci d'être notre invité. Merci beaucoup. Il y a quelques jours, il y a une réunion importante qui s'est tenue à l'ambassade des États-Unis à Madrid, en Espagne, concernant la question du Sahara occidental. C'est un dossier qui est évidemment en suspens depuis de nombreuses années. Alors à cette réunion, il y avait des représentants des Nations Unies, des États-Unis, de la Mauritanie, du Front Polisario, mais aussi les ministres des Affaires étrangères du Maroc et de l'Algérie. Un accord est-il envisageable sur ce problème si ancien ? Je vous remercie beaucoup de me poser cette question importante parce que, comme nous le savons tous, il s'agit d'un conflit qui dure depuis 50 ans déjà. Et nous souhaitons réellement voir ce conflit résolu. C'est également le souhait du président Trump. Vous savez qu'il s'investit sur ce dossier depuis son premier mandat. Sa proclamation en 2020 a marqué un tournant historique. C'est d'ailleurs elle qui a ouvert la voie, je pense, à la résolution du Conseil de sécurité, la résolution 2797 qui a été adoptée en octobre dernier. Elle a été historique à bien des égards. C'est une résolution qui a été accueillie favorablement, célébrée même par les deux parties. Et c'est quelque chose de rare de voir qu'une résolution du Conseil de sécurité soit acceptée et appréciée par les deux parties d'un conflit. Cela signifie que c'est un bon texte, une bonne résolution. Nous en sommes fiers. Comme vous le savez, ce sont les États-Unis qui portent le dossier du Sahara occidental. Et donc, il nous incombe de réunir les parties régulièrement, périodiquement, et de déployer tous les efforts nécessaires afin de parvenir à une solution conformément aux directives de la résolution 2797. Nous avons publié plusieurs communiqués à ce sujet. Mais pour l'instant, nous ne pouvons que nous en tenir à ces déclarations officielles car nous respectons le souhait des parties concernées. Mais clairement, le fait que les Algériens y aient participé avec leur ministre des Affaires étrangères et que vous vous soyez rendu à Alger quelques jours avant cette réunion à Madrid, vous y avez rencontré le président Abdelmajid Tebboune. Cela signifie que l'Algérie a changé sa position et qu'elle soutient le plan d'autonomie marocain qui constitue désormais la référence centrale de la solution envisagée. Absolument. Comme je l'ai précisé, notre ligne de conduite est dictée par la résolution 2797 du Conseil de sécurité qui ne reflète pas nécessairement l'intégralité de la position américaine. Notre position est sans doute plus avancée que celle de la résolution. Le texte de la résolution était assez modéré et c'est pour cette raison qu'elle a été accueillie favorablement par tous. La position propre des États-Unis est différente, elle est très claire. Mais aujourd'hui, nous opérons sous l'égide de cette résolution onusienne. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'Algérie apporte une aide précieuse. Il se comporte en excellent partenaire, comme ils l'ont d'ailleurs toujours été, du moins avec l'administration Trump actuelle. Mais ils étaient opposés à cela. Ils ont donc changé de position, oui. Oui, alors on ne rentre pas dans le contenu des délibérations, dans les détails, mais si on revient au langage de la résolution, eh bien, cette résolution parle d'un plan d'autonomie qui sert de base. Alors, on laisse ça comme ça et nous travaillons dans ce cadre. Alors, il se dit que vous planifiez un sommet à Washington pour signer un accord cadre à ce sujet. Est-ce que cela est envisageable dans les prochains mois ? Bien, vous savez, nous étudions actuellement de nombreux scénarios, mais une fois de plus, comme le dit la résolution, notre devoir est de travailler avec les différentes parties prenantes. Ces parties, d'ailleurs, sont évoquées dans la résolution. La résolution parle spécifiquement de 4 parties, le Maroc, le Front Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. Et donc, ce n'est pas notre initiative. Ce sont les parties désignées par la résolution elle-même. Et donc, nous devons travailler avec ces 4 entités afin d'essayer d'aboutir à un résultat. Mais en définitive, j'aimerais dire une chose. Je vois bien que vous essayez d'obtenir davantage d'informations, mais permettez-moi de dire ceci. Quelle que soit la solution ou l'issue de ce processus, bien, il devrait être accepté par toutes les parties. C'est donc à l'horizon. Nous l'espérons, oui. C'est à portée de main, donc. Cela fait 50 ans.
Alors nous l'espérons. La population a suffisamment souffert. Il y a des personnes dans des camps, qui sont dans des camps depuis 50 ans, qui n'ont pas pu voir leurs proches à quelques kilomètres de l'autre côté. Alors espérons que nous serons en mesure de trouver une solution. Mais pour les États-Unis, les choses sont claires. Le Sahara occidental est marocain. Absolument. La position des États-Unis est très claire. Très bien. Passons à un autre sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Le Rwanda et la RDC. Un accord a été signé à Washington. Il a volé en éclats à peine quelques heures plus tard. Force est de constater que la situation sur le terrain est redevenue mauvaise. Il y a beaucoup de combats, beaucoup d'instabilité. Est-ce que vous diriez que cet accord de Washington est un échec? Oh, pas du tout. Non, absolument pas. Pourquoi pas? Nous l'avons dit dès le départ. L'accord de Washington n'est qu'un point de départ. Ce n'était pas une finalité en soi. C'est le commencement. L'objectif, en définitive, est d'instaurer Mais ce n'est pas ce qui se passe. une paix et une stabilité totale dans la région. Mais c'est un processus qui demande du temps. L'accord de Washington a servi de rampe de lancement à ce processus. Et ce qui fait la beauté, la force de l'accord de Washington, c'est qu'il intègre des mécanismes internes, plusieurs leviers qui permettent d'aborder différents aspects du conflit. De plus, il est parfaitement complémentaire au volet de Doha, piloté par nos partenaires qataris, avec d'ailleurs le plein soutien des États-Unis et d'autres partenaires tels que l'Union européenne, par exemple. C'est une complémentarité essentielle car cela traite spécifiquement à la question entre le M23 et le gouvernement de la RDC. Un aspect qui n'était pas réellement couvert par l'accord de Washington qui concernait les relations entre le Rwanda et la RDC. Mais je vois où vous voulez en venir. Bien sûr, nous avons été extrêmement déçus par ce qui s'est produit en l'espace de quelques jours à peine. Mais imaginez un instant si nous n'avions pas eu cet accord. La situation aurait été bien plus chaotique. Qui est responsable? Qui est responsable? Alors, bien évidemment, c'était le M23 et le Rwanda qui s'est emparé de la ville de Douvira, c'était très clair. Donc le président Kagame a trahi la confiance de votre administration et du président Trump lui-même. Il y a eu une sorte de violation, à notre sens, c'était une violation grave de l'accord de Washington. Faites-vous toujours confiance au président Kagame? Nous espérons pouvoir. Vous n'êtes pas sûr? En tout cas, nous travaillons avec lui, nous échangeons avec lui. Nous attendons de voir des mesures concrètes sur le champ de bataille, mais ce que nous voyons, je tiens à être clair sur une chose, c'est que le M23 soutenu par le Rwanda s'est emparé de la ville de Uvira. Après nos échanges avec le président Kagame, eh bien, ils se sont retirés de la ville d'Uvira. Mais pas totalement. Pas totalement, ils sont encore sur quelques points forts autour de la ville. Vous le savez. Ils sont même allés un petit peu plus vers le sud avant de remonter. Mais il y a eu au moins quelques actions entreprises. Faut-il des sanctions contre le président Kagame? Au Congrès, il y a des pressions pour imposer des sanctions au Rwanda et peut-être à lui. Alors, vous l'avez vu dans l'audience publique qui a eu lieu à la Chambre des représentants récemment. Vous avez vu nos responsables américains faire des témoignages. Nous avons également briefé le Congrès. J'ai personnellement briefé le Congrès sur cette affaire il y a à peine quelques semaines. Nous avons annoncé ces événements. Les États-Unis ont aujourd'hui un nombre d'outils à leur disposition et nous allons devoir mettre en œuvre des mesures. Le président Kagame a récemment déclaré qu'il n'avait que faire des sanctions. Oui, nous avons entendu sa déclaration. Nous verrons. Comme vous le savez, cela n'a rien de nouveau. Les États-Unis ont déjà mis en œuvre différentes actions. Il y a, par exemple, il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de septembre, nous avons imposé des sanctions sur un certain nombre de personnes et d'entités impliquées dans ce trafic illégal. Est-ce que ça pourrait aussi être le président? Alors, avant cela, nous avons imposé des sanctions sur James Kabarebe. Je sais, très proche de lui. Oui, oui. Donc, est-ce que ça pourrait être Kagame lui-même? Alors, je ne peux pas spéculer. Il s'agit d'une décision qui sera prise collectivement. Ce n'est pas une décision qui appartient à une seule personne, sauf peut-être au président. Mais ce n'est pas exclu. Il y a plusieurs options sur la table, plusieurs outils qui sont disponibles et que les États-Unis peuvent utiliser. Mais je tiens à être très clair. Dès lors
que notre président, le président Trump, a signé cet accord en tant que témoin. Bien évidemment, il n'est pas parti à cet accord. Il l'a signé en tant que témoin. Et donc, les États-Unis sont témoins. Le président Trump, personnellement, est témoin. C'est un engagement. C'est un engagement de notre part. C'est un engagement également de la part du Rwanda et des Congolais. Les trois présidents se sont engagés les uns envers les autres à respecter cet accord et c'est quelque chose que nous n'allons pas prendre à la légère. Très bien. Dernier sujet, le Soudan. On parle d'un accord de paix provisoire, grâce à une médiation menée par les États-Unis, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Est-ce que c'est réaliste compte tenu de la situation sur le terrain, des violents combats? Les deux parties n'ont apparemment pas donné leur accord, ou est-ce le cas? C'est une question et une préoccupation tout à fait légitime. Alors, bien sûr, en particulier quand on voit ce qui se passe sur le champ de bataille. Nous n'avons pas encore officiellement présenté un plan final. Alors, n'oublions pas qu'il y a beaucoup d'autres parties prenantes qui sont impliquées et qui peuvent être très utiles. N'oublions pas le quintet qui peut faire du très bon travail. Et je pense qu'il fait déjà du très bon travail sur l'aspect politique. Parce que, évidemment, peu importe ce que l'on fait d'un point de vue humanitaire, le cessez-le-feu, etc., le plus important va être la voie politique. Parce que nous souhaitons nous assurer qu'il y a une transition vers un gouvernement civil. Pour conclure, Monsieur Boulos, pensez-vous qu'il y ait vraiment un espoir que, sur le plan politique, les deux ennemis acceptent de cesser les combats et de travailler ensemble, compte tenu de tout ce dont elles s'accusent mutuellement? Je pense. Alors, ce ne sera pas simple. Il va falloir l'implication du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons déjà fait une annonce. D'ailleurs, il y a une session qui arrive la semaine prochaine aux Nations Unies. Elle sera présidée par l'honorable secrétaire. Nous allons mobiliser le Conseil de sécurité des Nations Unies et nous allons essayer d'avoir une résolution qui servira de cadre juridique qui nous permettra de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires. Massad Boulos, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et merci à vous d'avoir regardé cette édition dans Tête à Tête sur France 24. Merci.